Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Alors, dans cette toute nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre la notion de convexité et de dérivée seconde. Alors, pareil, là je vais aller un peu vite sur la notion de convexité en réalité, puisqu'on l'a déjà défini dans la précédente vidéo. Donc, pour un petit peu vous rappeler des différentes convexités, si vous voulez voir le détail des deux définitions, vous pouvez. Donc, c'est la vidéo précédente, il suffit d'aller dans la playlist sur les dérivées et la convexité, et donc vous aurez la vidéo associée. Alors ici, donc on va parler de convexité et dérivée seconde. Et donc là, pour vous donner la meilleure approche possible, comme à mon habitude, on va faire un graphe. Donc ici, on va considérer une fonction f qui est définie sur un certain intervalle et dont le graphe ressemble à ça. Voilà. Alors, du coup, voilà la courbe de la fonction f. Et donc, on va essayer d'étudier la dérivée de cette fonction, et plus précisément les variations de la dérivée. Ouais, c'est un peu plus rare de faire ça, mais on peut le faire. Alors du coup, on va essayer de le faire. Et donc, je rappelle, une dérivée, c'est quoi? Une dérivée, c'est la limite d'un taux de variation. Ok? Jusque-là, on est d'accord. F' de A, c'est la limite du taux de variation de f en A. Autrement dit, d'un point de vue graphique, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse A. Ok? Ça, pareil, c'est une définition qu'on a vue en première. Donc là, pareil, si tu veux aller la revoir, c'est dans la vidéo première spécialité. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais tracer un certain nombre de tangentes ici, un peu à main levée, mais c'est pour que vous puissiez visualiser un petit peu l'allure. Ok? Donc on trace un certain nombre de tangentes ici. Je vais tracer en rouge dans un premier temps. Et après, on va essayer après, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Ok? Donc, alors, je vais vous tracer les tangentes à peu près proprement. Donc là, on en trace quelques-unes. Bon, là, déjà, si je regarde un petit peu. Bon, ici, donc, regardez la dérivée. Dérivée, je rappelle, c'est le coefficient directeur d'une tangente. Coefficient directeur d'une tangente, je rappelle, c'est un delta x, enfin, c'est un delta y, ok, comme ça, sur un delta x, ok. Donc, vous prenez la distance en abscisse, et cette distance en abscisse, et celle-ci, elle se retrouve divisée par la distance qui est en ordonnée, ok. Bravo, donc vous prenez 1, et ce 1, donc, il est au dénominateur, et donc, vous prenez la quantité qui est là. Ok, en gros, vous regardez de combien vous montez, et vous divisez par la quantité il faut avancer, en x. Bon, si on regarde bien, là, pareil, d'un point de vue graphique, je vois que le coefficient directeur, il commence à diminuer de plus en plus, ok. Parce que là, quand j'ai une droite qui est très, très pentue, comme on peut voir d'ailleurs sur mon logiciel rapidement, ça j'avais fait ça en première, vous vous rappelez. Donc, si j'ai une droite qui est très, très pentue, qui a cette inclinaison-là, ça veut dire donc que tout simplement, j'ai un coefficient directeur très grand. En revanche, si j'ai une droite qui commence à baisser d'inclinaison, comme je le fais là avec mon stylo, et comme vous pouvez le voir à l'écran, et du coup, ça veut dire que tout simplement, mon coefficient directeur diminue. Coefficient directeur diminue, le coefficient directeur de la tangente diminue. Par conséquent, le nombre dérivé de f en A est de plus en plus petit. Et donc, j'ai une dérivée qui décroît. Ok? Alors, on peut continuer. Je referme l'application. Voilà, c'était juste pour que vous puissiez voir. Donc là, tout simplement, on a un nombre dérivé qui décroît jusqu'à arriver au point critique qui est le sommet. Ok? Là, au niveau du sommet, en ce point-là, tout simplement, j'ai une dérivée qui vaut 0. Après, on change de variation. Ok? Je suis croissant, maintenant je deviens décroissant. Et la dérivée va continuer, elle, à décroître. Ok? Jusqu'à un certain point. Ok? Qui est à peu près celui-ci. Où là, qu'est-ce que j'aperçois? Je m'aperçois que la courbe, elle traverse. Ma tangente plutôt traverse la courbe. Ok? Bravo. Là, j'ai pas une tangente qui est au-dessus ou en dessous de la courbe. Au contraire, j'ai une tangente qui traverse toute la courbe. Ok? Et après, qu'est-ce qui se passe? Après ce point-là, j'ai des tangentes qui se retrouvent toujours en dessous de ma courbe représentative. Ce qui veut dire que j'ai un nombre dérivé qui, lui, va croître. Ok? Là, j'avais un coefficient directeur qui était négatif. Là, il est négatif, mais un peu moins. Après, là, en ce point-là, il est nul. Et puis après, là, il va grandir, mon coefficient directeur. Donc, j'ai un nombre dérivé qui va être de plus en plus grand. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez visualiser un peu ce qui se passe. Donc, conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cet intervalle-là, alors je vais essayer de bien vous le représenter, sur l'intervalle où j'ai mis que du rouge, là, voilà, et j'ai f' qui décroît. F' qui décroît, donc ça impliqué, c'est équivalent à quoi? Et c'est équivalent, donc on peut le voir à des tangentes. Donc ici, tangente.
au-dessus de CF, ok? À chaque fois que F' décroît là, bah à chaque fois on avait quand même des tangentes qui étaient au-dessus de CF. Et quand j'ai des tangentes qui sont au-dessus de CF, bah par définition on a dit que tout simplement j'ai une fonction qui elle ici est concave, ok? Donc ça équivaut à F concave. Bon bah voilà, F' décroît, j'ai F qui est donc concave. Quand j'ai la dérivée qui décroît, et bah donc j'ai une fonction concave. En revanche, à partir de là, de ce point, jusqu'à l'infini, on peut considérer ça comme ça, et ben là j'ai F' qui croît. Toutes les tangentes, comme vous avez pu le voir, que j'ai tracées, et ben j'ai des tangentes qui sont en dessous de la courbe représentative de ma fonction f. Et donc ici, j'ai une fonction f qui est convexe. Vous voyez le délire? Donc, dérivée qui croît, fonction convexe. Dérivée qui décroît, fonction concave. Mais du coup, pour déterminer le signe pour déterminer les variations d'une fonction, bah, qu'est-ce que j'ai besoin? Bah, pour déterminer les variations d'une fonction, il me faut la dérivée. Donc ainsi, et bah, vous avez compris le principe, on va dériver la fonction non pas une fois, mais 2 fois. J'étudierai le signe de la dérivée seconde, ce qui me permettra d'obtenir les variations de f' et donc d'en déduire la convexité. Alors, du coup, là, petite remarque, je vais en parler quand même dans cette vidéo, comme ça, ce sera fait. Le point où, bah, la dérivée, le point du coup où, et bah, vous avez un changement de variation de la dérivée, et bah, ça, c'est le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point, tout simplement, où f' va changer de sens de variation. Là, j'avais une fonction dérivée qui ne cessait de décroître, et après passer le point d'inflexion, d'une fonction dérivée qui ne cesse de croître. Ok, voilà, donc là, c'est le point d'inflexion, et c'est le point également pour lequel on change de convexité, du coup, si on regarde un petit peu mon petit schéma. Donc moi, j'aime bien faire ce genre de schéma, comme ça, au moins, vous comprenez bien. Essayez de l'avoir en photo. Voilà, si vous prenez prendre une petite photo du schéma, c'est magnifique. Voilà, au moins ça vous aidera peut-être dans vos révisions. Ok, voilà, au moins ça change un petit peu des approches qu'on peut voir sur YouTube de ce genre de notions. Maintenant, bon, on va rédiger un petit peu. Et donc, premier élément, et bah du coup, ça va être exactement ce que nous avons déduit là. Ok, la propriété qu'on va écrire là, et bah c'est exactement, elle se déduit de ce qu'on a noté là. Ok, bravo. Du coup, en fait, on va prendre une fonction f et cf sa courbe, donc sur un intervalle i. Hein. Donc ici, si pour tout réel x appartenant à i, j'ai une dérivée qui décroît, alors dans ce cas-là, f est concave. Jusque-là, on est d'accord, c'est exactement ce qu'on a observé. En revanche, si pour tout réel x appartenant à i, j'ai f' qui croît, donc f' croissante, alors dans ce cas-là, f convexe. Maintenant, bon, c'est bien, on a le sens de variation, on peut passer du sens de variation de la dérivée à la convexité, c'est bien. Mais le problème, bah moi, par exemple, je ne peux pas utiliser le sens de variation de n'importe quelle fonction. Ok, je sais pas, par exemple, si je vous donne un polynôme de degré 3, vous ne savez pas utiliser le sens de variation. Donc, du coup, et bah, par conséquent, je suis obligé de passer par une autre fonction. Ok, je suis obligé de passer par la fonction dérivée. Et là, je ne vais pas utiliser le sens de variation, je vais étudier le signe de la dérivée de la dérivée de la première. Ok, et donc, du coup, en étudiant le signe de la dérivée, donc de f', je vais pouvoir comme ça déduire les variations de f', ok, et donc en déduire la convexité. Ok, donc conséquence en fait, ça c'est une propriété qui se montre tout seul et qui découle de celle-ci. Du coup, conséquence, il y en a deux, si pour tout réel i. Donc ici, on va considérer soit f, une fonction 2 fois dérivable souris. Alors très souvent, les sujets bac, je vous montrerai, mais en fait, souvent, vous serez amené à dériver une fois la fonction pour étudier les variations de f, tout simplement. Ensuite, vous la redériverez une deuxième fois pour étudier cette fois-ci la convexité. Donc très souvent, ce sera comme ça que ça sera présenté au bac. Après, bah, ça peut dépendre, mais très souvent, on ne fait pas faire 2 fois la dérivation directe. Hein. Souvent, bah, on fait faire une étude complète. Donc d'abord la dérivée première avec variation, et ensuite dérivée seconde avec convexité, éventuellement pour l'inflexion. Alors du coup, si pour tout réel x appartenant à i,
f', dérivé de f', qu'on note comme ça. F', qui est égal à f seconde. Et bah, c'est strictement positif ou nul. Bah, ici, j'ai f convexe. Ok. Du coup, comme j'aurai la dérivée seconde qui est strictement positive ou nulle, bah, c'est-à-dire que la dérivée première va croître. Ok. Puisque la dérivée seconde, et bah, tout simplement, elle est positive. Si en revanche, pour tout réel x appartenant à i, j'ai la dérivée seconde qui est négative ou nulle, bah, c'est-à-dire que f concave. Ok. F concave parce que dérivée seconde nulle ou négative, et donc du coup, j'aurai une dérivée première qui va décroître, et donc une fonction concave. Ok. Donc vous voyez, ça se déduit très facilement finalement ces propriétés sur la convexité de la fonction. Ok. Donc la plupart du temps, dans la pratique, quand on voudra étudier la convexité, comme je dis, on passera par la dérivée seconde, et donc on étudiera la convexité. Ce sera beaucoup plus simple en étudiant signe de la dérivée seconde plutôt que des variations de la dérivée première. Parce que parfois c'est facile, quand c'est une fonction affine, quand c'est une fonction de second degré, ça va. Mais quand on est sur du degré 3, degré 4, c'est un peu difficile. Tandis qu'étudier signe d'une fonction, on y arrive quand même. Ok. Alors on se débrouille un peu, on y arrive toujours. Ok. Alors du coup, on y va. Maintenant, deuxième étape, on va parler du point d'inflexion. Donc, petite définition importante. Si f seconde t'annule en x égale 1 en changeant de signe, donc si ma dérivée seconde s'annule en changeant de signe, alors le point de coordonnées A, f de A, bah, c'est un point d'inflexion à la courbe représentative de la fonction f. Ok, donc ça vous avez bien capté. Si vous avez une dérivée, enfin si vous avez la dérivée seconde plutôt, qui s'annule donc en x égale a, ok, voilà vous. Donc, je vous reprends ça rapidement. Donc admettons on a une dérivée qui s'annule en la valeur x égale a. Dans ce cas, et qui a changé de signe, et dans ce cas par conséquent je vais changer de convexité. C'est un peu ce qu'on a observé ici par exemple. Alors là je vais vous prendre à peu près par là. Voilà, c'est à peu près là où on change de convexité. Dans ce cas-là, le point de coordonnée. Donc là, si ma dérivée seconde s'annule en ce point-là, au point de coordonnée A, d'abscisse A, et bien par conséquent, le point de coordonnée A, f de A, et bien ça, c'est un point d'inflexion à la courbe représentative de la fonction f. Ok. Et donc en fait, cette notion de point d'inflexion, pour ceux qui font physique-chimie, elle est très utilisée finalement. Parce que par exemple, quand vous tracez ce qu'on appelle, vous savez, par exemple, pour avoir l'équivalence, le pH à l'équivalence, on verra ça en spécialité. Pour avoir le pH à l'équivalence, donc vous avez un graphe un peu bizarre qui a cette allure-là. Je vais vous montrer. Quand vous faites un titrage pH métrique, voilà, donc ici, là j'ai le pH, là j'ai le volume, ok. Donc quand je fais un titrage pH métrique, j'ai une courbe qui ressemble à ça. Voilà, c'est à peu près à l'allure de la courbe. Et bien quand vous allez tracer ce qu'on appelle donc la tangente, ok. Quand vous allez vouloir tracer donc la tangente à nos courbes, les deux tangentes là, pour trouver le volume équivalent. Donc vous allez tracer une tangente comme ça. Vous vous souvenez, vous prenez la parallèle à cette tangente et vous essayez de la tracer de sorte à ce qu'elle atteigne la courbe. Donc ça donne un truc comme ça. Et après donc, vous prenez la distance entre les deux droites, hein, qui est la perpendiculaire à l'une qui est perpendiculaire à l'autre. Et donc, alors là j'ai mal fait. Et donc après, vous arrangez pour tomber sur le milieu. Ok. Donc là, le milieu, il doit être à peu près par. Ok. Une fois après avoir pris la distance entre les deux droites. Et vous tracez donc la droite qui est parallèle. Enfin, qui est parallèle donc à ces deux droites-là, passant par le milieu. Ok, donc ça donne un truc comme ça, normalement. Et donc le point là, le point que j'entoure en rouge, et c'est le point pour lequel on change de convexité, en fait, en réalité. Et donc là, après, vous faites ce tracé là pour avoir le volume équivalent.
Et donc, du coup, aussi avoir le pH à l'équivalence. Ok. Et après, donc, ce pH à l'équivalence, pour ceux qui font spé physique, et ben vous savez, ça correspond, donc au pH dans laquelle la zone de il faut que la zone de virage de votre solution que vous avez utilisée, de votre indicateur coloré que vous avez utilisé pour faire ce dosage pH métrique, il faut que le pH entre dans cette zone de virage. Ok. Donc ça, bon, c'est une petite aparté, voilà, donc de la convexité, hein, tout ça pour montrer qu'en physique chimie, ça nous sert en fait. Ok. En réalité, quand vous faites cette construction-là, en réalité, vous êtes en train de chercher le point pour lequel on change de convexité. Ok. Et donc le point pour lequel en fait l'évolution du pH est beaucoup moins rapide, parce que là, sur cette partie-là, on a une évolution de pH qui ne fait qu'augmenter. Arrivé à ce point-là, ok, à ce point d'inflexion, et on a une évolution de pH qui est beaucoup plus lente. Ok, si vous avez fait TP normalement, c'est ça que vous avez dû observer. Et donc ça, c'est lié tous. Et donc ça, tout simplement, les maths peuvent l'expliquer. Parce que à partir de ce point-là, on a un changement de convexité. Ok, là on a une fonction convexe, et là après on a une fonction concave. Alors du coup, oui, petite remarque qu'on peut faire aussi, et après je vais conclure sur cette vidéo-là, c'est que du coup, en effet, si vous avez votre dérivée première qui va changer de variation en x égale a, ok, dans ce cas-là, ça veut aussi dire que le point de coordonnées xa, de coordonnées a, f de a, c'est un point d'inflexion à coprocantitative de la fonction f. En fait, ces deux définitions-là, elles sont équivalentes, ok. Ces deux propriétés-là, elles sont équivalentes plutôt. Ok, il y a une équivalence vraiment directe qui permet de faire pas mal de choses dans ce chapitre. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà, désolé pour la petite partie physique-chimie, mais bon, quand je fais de la physique, du coup, et il y a certaines anecdotes que je peux vous rapporter de la physique-chimie. J'aurais fait de la SVT, je vous aurais ramené certaines anecdotes de SVT. Mais là, je fais de la physique. Donc, du coup, il y a des anecdotes de physique que je peux vous emmener en maths. Et réciproquement d'ailleurs. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et bon, c'est toi en mathématiques et en sciences.